Bonjour, alors vous allez pouvoir compléter avec cette vidéo le polycopié du chapitre 4 sur les lois de l'électricité. Alors on commence par le circuit électrique et des rappels de collège. Donc on a revu aussi en TP. Donc pour commencer, un dipôle, c'est un composant électrique qui a deux bornes. C'est-à-dire que tout ce qu'on va brancher dans un circuit électrique est un dipôle. Que ce soit une pile, un générateur, une lampe, un fil électrique, ont chacun une entrée et une sortie du courant. Donc ce sont ce qu'on appelle des dipôles. Di pour deux. Alors un circuit électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une association de dipôles composée d'au moins, alors il faut au moins un dipôle qui délivre du courant électrique, qui va être un générateur, qui génère du courant électrique. Et il faut aussi un dipôle qui reçoit le courant, qui est délivré par le générateur, et ce dipôle, on va l'appeler un récepteur. Donc il faut au moins, pour être qualifié de circuit électrique, il faut au moins un générateur et un récepteur. Le récepteur va recevoir et utiliser l'énergie électrique qu'il reçoit pour en faire quelque chose. Il va la transformer, cette énergie électrique, en une autre forme d'énergie. Donc ça peut être une lampe, un moteur électrique, une DEL, ou autrement dit une LED, une résistance, etc. Donc le moteur, attention, ne génère pas de courant électrique. Il reçoit du courant électrique et le transforme en énergie mécanique, c'est-à-dire en mouvement. Alors tous les dipôles, on ne va pas en faire un dessin comme en art plastique, on va en faire un symbole. Et ces symboles sont appelés des symboles normalisés, puisqu'ils ils ont certaines règles d'écriture qui vont être les mêmes dans tous les pays du monde. Donc ça, ce sont des symboles que vous avez déjà vus au collège, donc on les réécrit. Alors le générateur, c'est tout simple, c'est un rond avec un G à l'intérieur. On a souvent, quand on manque un peu d'inspiration, des symboles avec une lettre à l'intérieur. Alors ce générateur, quand il est en courant continu, il y a un pôle positif et un pôle négatif, comme la pile. Donc on doit indiquer un plus et un moins de chaque côté. Alors peu importe, puisqu'il n'y a pas de sens particulier. Alors la pile, il y a deux traits, un grand trait et un petit trait qui est plus épais. Donc le plus grand trait, c'est le pôle positif et le petit trait, c'est le pôle négatif. Donc plus et moins. Alors interrupteur ouvert et interrupteur fermé. Donc l'interrupteur fermé, c'est vraiment tout simple, on fait un trait avec deux ronds pour signifier qu'il y a une partie qui peut s'ouvrir et créer un trou dans le circuit électrique qui empêchera le courant électrique de passer. Alors le moteur, c'est tout simple, un rond avec un M à l'intérieur. La lampe, un rond avec une croix. Alors attention, c'est un signe fois, pas un signe plus. Et erreur que vous faites souvent, on trace bien les traits jusqu'au bout du rond. Le trait ici doit toucher le rond. On ne se contente pas de faire un petit plus à l'intérieur, un petit fois à l'intérieur. Alors le conducteur ohmique, qu'on appelle aussi résistance, qu'on étudie dans le TP sur la caractéristique des dipôles. Donc la résistance électrique, c'est juste un petit rectangle. Ça ressemble d'ailleurs assez bien à la forme du dipôle, puisque c'est une sorte de petit cylindre avec des anneaux colorés dessus. Alors la diode, c'est un triangle avec une barre. Alors la diode a la capacité de laisser passer le courant dans un sens et de bloquer le courant dans l'autre sens. Donc pour montrer le sens dans lequel le courant peut passer, on trace ce triangle qui représente une flèche. Donc quand le courant arrive dans ce sens-là, il est dans le même sens que la flèche, donc le courant pourra passer. Voilà, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Par contre, si le courant arrive dans l'autre sens, il va se heurter à une sorte de mur qui est là, et donc il ne pourra plus passer. Et donc dans ce morceau de circuit dans lequel la diode est, le courant ne circulera pas. Alors la DEL, c'est une diode électroluminescente. Alors en anglais ça se dit LED, LED, vous avez les téléviseurs à LED. En français on dit DEL. Et le symbole est le même que la diode, sauf que c'est une diode en fait qui éclaire, qui envoie de la lumière. Donc on va rajouter deux petites flèches pour montrer cette lumière qui est envoyée. Et elle a le même fonctionnement que la diode, c'est-à-dire qu'elle laisse passer le courant uniquement dans un seul sens.
Alors, une fois qu'on connaît les symboles des dipôles, eh ben, on va associer les dipôles ensemble pour faire un circuit électrique, comme vous avez ici. Et donc ça, c'est un dessin du circuit électrique, et on va en faire un schéma en associant les symboles des dipôles. Donc là, un circuit électrique est représenté par un schéma. Donc schéma SCH. Attention à l'orthographe. Alors, les schémas sont toujours représentés par un rectangle, ça peut être un carré si on a envie, et on met les symboles des dipôles sur un côté du rectangle. Alors, on essaie d'équilibrer, donc quand il y a 4 dipôles, on en met un sur chaque côté, et surtout, on ne met pas de symbole sur les coins. Hein, ça doit toujours être au milieu, entre guillemets, d'un côté. Même si on peut très bien mettre 2 dipôles par côté, il n'y a pas de souci. C'est pas interdit. Alors, pour le premier exemple, vous avez une pile avec 3 lampes. Alors, le pôle plus, il est entouré. Alors, étrangement, c'est quand il y a des piles à languette, c'est la petite languette, hein, le plus, alors que c'est le plus grand trait pour nous, en schéma. Donc, vous allez avoir le schéma de la pile, enfin le symbole de la pile avec 3 lampes. Donc, j'en mets une sur chaque côté. Là, il n'y a pas d'interrupteur. Alors, sur le deuxième exemple, on a la même pile, mais on a une lampe, on a un moteur. Alors, on voit que la lampe et on a un interrupteur. Donc, pour savoir si l'interrupteur, on doit le mettre ouvert ou fermé, il faut regarder si on a des indications. Donc là, on voit que la lampe est allumée, on voit que le moteur est en train de tourner. Ici, hein, donc l'interrupteur, je dois le mettre fermé. Si on n'a aucune indication, et bien à ce moment-là, on peut le mettre comme on veut. Donc, vous avez 4 dipôles, j'en mets un par côté, une pile, l'interrupteur fermé, le moteur, la lampe. Alors, quant à l'ordre des dipôles, là, vous voyez, j'ai mis dans le même ordre que le schéma. Mais dans l'absolu, ça n'a aucune importance puisque, on verra, hein, ça, pour l'instant, ce sont des circuits en série. Les éléments sont les uns à la suite des autres. Et dans un circuit en série, l'ordre des dipôles n'a pas d'importance puisque l'intensité du courant est la même dans tout le circuit. Donc, même si je mets un dipôle avant un autre, il recevra le même courant, la même intensité du courant. Donc, ça n'a pas d'importance. Alors, maintenant, sur la page 2, donc on va revoir les deux types de circuits, circuit en série, circuit en dérivation. Donc, en TP, j'ai beaucoup parlé de boucle. Alors, une boucle, nous, en seconde, on va appeler ça une maille. Donc, une maille, c'est une boucle fermée composée de plusieurs dipôles. Et donc, selon le nombre de mailles, on a un type de circuit ou un autre. Donc, il existe deux types d'association de dipôles entre eux. Donc, le premier qui est dessiné ici, c'est ce qu'on appelle le circuit en série. Donc, il contient une seule maille. Le circuit en série ne comporte qu'une seule maille. Ça veut dire que si je pars du plus, hein, eh ben, je fais le tour comme ça et le courant n'a qu'un seul chemin possible. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une seule maille. Quand le courant a plusieurs chemins possibles, plusieurs boucles, donc plusieurs mailles, on parle de circuit en dérivation. Donc plusieurs, c'est au moins 2. Hein, si on n'a qu'une, c'est un circuit en série. Donc là, vous avez un exemple. Le courant, quand il part du plus, il arrive ici, et là, il a le choix entre 2 lampes. Donc il va se séparer en 2. Donc il y a une première partie du courant qui va faire ce chemin-là, et il y a une deuxième partie du courant qui va partir de là et qui va faire ce chemin-là. Donc on a 2 chemins possibles pour le courant, donc ça s'appelle un circuit en dérivation. Hein, l'avantage du circuit en dérivation est que s'il y a une lampe qui grille, l'autre lampe reste allumée puisque le courant peut toujours circuler dans l'autre lampe. Alors ensuite vous avez des mots de vocabulaire précis, dans un circuit en dérivation. Donc, dans un circuit en dérivation, on va avoir ce qu'on appelle un nœud. Alors, un nœud, c'est un point de connexion entre au moins 3 dipôles électriques. Donc, un point de connexion, en fait, ça va être une sorte de carrefour, une sorte de croisement de fils. Donc, il faut au moins 3 dipôles. Donc, là, dans le circuit en dérivation, j'ai une pile, même avec son interrupteur, j'ai une lampe, et j'ai une deuxième lampe. Donc là, cet endroit-là, ça s'appelle un nœud. Alors ça marche toujours par 2 les nœuds. Hein. Donc là, si j'ai un nœud ici, j'ai forcément un deuxième nœud à cet endroit-là.
Hein, donc c'est quand vous avez au moins 3 traits qui partent d'un même point. Et vous remarquez que dans un circuit en série, il n'y a pas de nœud, puisque tous les dipôles se suivent les uns à la suite des autres. Alors ensuite, dans un circuit en dérivation, vous avez aussi ce qu'on appelle des branches. Donc une branche, c'est une portion du circuit située entre deux nœuds consécutifs. Donc là, si je regarde bien, j'ai mes deux nœuds. Donc là, j'ai une branche ici. J'ai une deuxième branche ici. Voilà. Et j'ai une troisième branche ici. Voilà. Donc j'ai 3 branches qui sont séparées par ces deux nœuds, hein, donc, qui sont présentes dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en série, il n'y a pas de branche puisqu'il n'y a pas de nœud. Alors, la branche, chaque branche, vous voyez que j'ai dessiné en couleur, contient un dipôle précis. Donc la branche qui est en violet va contenir le générateur. Donc c'est la branche la plus importante, puisque si j'ai un trou dans cette branche-là, le courant ne peut plus circuler dans cette branche-là, et donc ne peut plus être distribué aux autres branches. Donc cette branche s'appelle la branche principale, celle qui contient le générateur. Les autres branches, donc celle qui est en jaune et celle qui est en vert, sont des branches qu'on appelle dérivées. Alors là, on en a 2, mais on peut aussi avoir d'autres branches dérivées. Hein, et dans une maison, comme toutes les prises et toutes les lampes sont branchées en dérivation, vous avez autant de branches qu'il y a de lampes et de prises. Et quand on va en installer plusieurs, on installe ce qu'on appelle un boîtier de dérivation. Alors, dans le circuit qui est dessiné ici, vous avez donc 3 branches entre des deux nœuds. Donc, on va repérer ces différents nœuds, ces différentes branches par des lettres. Donc, on voit que les nœuds sont situés en B et en E. Ici, j'ai un nœud en B et un nœud en E. Et ça sépare 3 branches. Donc, les 3 branches sont situées entre les deux nœuds B et E. Alors, on ajoute d'autres lettres pour faciliter la lecture du schéma, mais ce ne sont pas des nœuds. Par exemple, en A, en F, en C et en D, je n'ai pas de croisement de fil, donc ça n'est pas un nœud. Alors, j'ai 3 mailles possibles, donc pour ça, je fais le tour, comme si on nommait en fait des quadrilatères en mathématiques. Donc, vous avez le quadrilatère A, B, E, F. Hein, si je pars de A, je vais en B, en E et en F, et je reviens. Vous avez le quadrilatère A, C, D, F, et vous avez le quadrilatère B, C, D, E. Donc ces quadrilatères sont des mailles. Donc vous avez 3 mailles possibles et il va se produire certaines égalités et certaines relations entre ces différentes mailles au niveau de l'intensité et de la tension. Alors maintenant, petit rappel sur l'intensité du courant et la tension électrique que vous avez mesurée en TP. Donc l'intensité du courant va mesurer la force, la puissance entre guillemets du courant électrique qui circule dans les fils. Donc on doit connaître dans quel sens le courant circule. Donc il y a une convention qui est que le courant circule du générateur ou de la pile de la borne positive à la borne négative. Donc c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. On va représenter ce courant par une flèche sur le circuit qui part du plus, qui fait le tour du circuit et qui revient au moins. En général, on ne se contente pas d'une seule flèche, hein. On peut en mettre 2 ou 3 pour bien visualiser le sens du courant partout dans le circuit. Alors c'est une convention, ça veut dire qu'on l'a choisi ainsi, et c'est André-Marie Ampère qui a pris cette décision, qui a choisi ce sens conventionnel du courant, avant que l'on sache exactement à quoi le courant était dû. Maintenant, on sait que le courant électrique est en fait des électrons qui circulent dans les fils électriques, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'est que l'électron, on ne savait pas même pas ce que c'était qu'un atome, parce que les électrons sont à l'intérieur des atomes. Donc on n'avait aucune idée à quoi était dû concrètement le courant électrique, mais on savait qu'il y avait un sens. Donc il fallait choisir un sens, et on avait une chance sur 2, du plus au moins ou du moins en plus. On a choisi du plus au moins,
Alors il s'avère qu'en réalité, Andrea-Marie Ampère a choisi le mauvais sens, il s'est trompé, puisqu'en réalité les électrons étant négatifs, ils sont attirés par la borne positive, donc ils circulent du moins au plus. Mais on a quand même gardé ce sens conventionnel du courant, puisqu'il avait été établi assez longtemps avant que l'on découvre les électrons, donc on n'allait pas révolutionner tous les livres qu'on avait déjà écrits, hein. Et donc on a gardé ce sens conventionnel. Même si c'est pas tout à fait le bon, c'est pas grave. L'essentiel est de savoir qu'il y a un sens et que le courant électrique ne va pas dans n'importe quel sens et ne part pas du générateur des deux bornes en même temps. Hein, il part du plus et il va au moins, c'est ce qu'on a décidé. Donc vous oubliez le vrai sens, hein. On ne parle que du sens conventionnel du courant en électricité. Alors ce courant peut être plus ou moins intense, comme le courant d'une rivière peut être plus ou moins fort, et donc ça va se mesurer par l'intensité du courant, l'intensité que l'on note I et qui s'exprime en ampères, hein, par hommage, même s'il s'est trompé, du scientifique français qui a fait des travaux sur cette électricité. Donc symbole de l'ampère A majuscule, puisque c'est le nom d'un scientifique. Ça se mesure avec un ampèremètre. Alors en réalité c'est le multimètre, mais selon son sens de branchement, il peut servir d'ampèremètre s'il mesure des ampères. Et cet ampèremètre se branche en série. Alors ça veut dire qu'il doit prendre la place d'un cavalier, c'est-à-dire d'un trou dans le circuit. Alors, par exemple, dans le circuit qui est ici, si je veux placer un ampèremètre, je dois gommer un petit morceau de mon circuit pour placer mon ampèremètre. Alors l'ampèremètre, on va utiliser les bornes A et COM. Alors ça peut être la borne 10 ampères ou la borne milliampères, mais il faut une borne ampère. Et la borne COM, c'est la borne commune à toutes les mesures qu'on peut faire avec le multimètre. Donc on mettra toujours un fil sur la borne COM, et d'ailleurs on met un fil noir sur la borne COM, et un fil rouge sur la borne ampère. Alors le courant doit rentrer par la borne ampère, donc il y a un sens de branchement pour l'ampèremètre aussi, sachant que si on se trompe, il y a tout simplement un moins sur l'affichage et il suffit d'inverser les deux fils de branchement et le moins disparaît. Donc c'est pas très grave si on se trompe. Alors le symbole de l'ampèremètre, eh ben, comme de tout symbole pour lequel on n'est pas très inspiré, hein, on met un rond et on met un A devant, à l'intérieur. Donc si je veux mettre cet ampèremètre dans le circuit, là il faut que je gomme et que je mette un rond ici avec un A. Donc il ne faut pas laisser le trait au milieu, hein. Là je ne peux pas le gommer, mais je dois placer cet ampèremètre dans le circuit. En fait, il va être traversé par le courant, avec la borne ampère ici dans lequel le courant va entrer, la borne COM de l'autre côté, et il est traversé par le courant. Il y a une sorte de compteur, hein, qui va compter le nombre d'électrons qui circulent, et plus il y a d'électrons, plus le courant est intense. Donc il affichera un chiffre plus important. Alors, vous avez constaté en TP que dans un circuit en série, comme vous avez sur l'exemple qui est dessiné, l'intensité est la même quel que soit l'endroit dans le circuit. Donc, par exemple, on a IG, c'est-à-dire l'intensité qui sort du générateur, elle est de 0,15 ampères. Après l'interrupteur, elle est toujours de 0,15 ampères. Après la première lampe, elle est toujours de 0,15 ampères. Et après le moteur, elle est toujours de 0,15 ampères. Donc, quels que soient les endroits dans le circuit, l'intensité est la même. Il ne faut pas croire que le courant, quelque part, entre guillemets, en passant les différents dipôles, s'épuise et diminue. Hein, ce qui s'épuise, c'est le générateur qui, lui, est une sorte de moulin à électrons qui va pousser les électrons dans le circuit et c'est lui qui perd son énergie. Mais les électrons dans les fils électriques ne s'épuisent pas. Ils continuent de circuler. Dès l'instant où on les pousse, eh ben, c'est comme des billes dans un circuit, ça circule. Et je ne vais pas perdre de billes en route, hein, je ne vais pas perdre d'eau dans le circuit en route. Ce qui s'épuise, c'est le générateur qui est en train de perdre de l'énergie à pousser ses électrons. Mais l'intensité du courant reste la même. Dans tout le circuit, elle ne va pas s'épuiser au fur et à mesure de sa traversée des dipôles. Donc il y a une première loi importante qui est que l'intensité du courant électrique qui traverse des dipôles en série est la même. Donc c'est une tension qui est unique. Donc on appelle ça la loi d'unicité de l'intensité. Alors là, je pourrais écrire IG égale I1 égale I2 égale I3.
Hein, dans le TP, vous avez mesuré ces différentes intensités. On a mis des lettres différentes au début parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait obtenir. Mais maintenant, il y a une seule intensité que je pourrais noter tout simplement I égale à I. Voilà. Et c'est une intensité unique, d'où la loi d'unicité de l'intensité. Ça n'est valable que dans un circuit en série. Alors maintenant, la tension électrique. Donc la tension électrique, comme on l'a déjà vu dans d'autres chapitres, elle se note U. Ça n'a rien à voir avec le mot tension, mais on ne pouvait pas prendre la lettre T puisque c'est déjà pris par le temps, par la température, ça fait trop de grandeur qui commence par un T. Donc on se contente d'utiliser la lettre U. Alors pourquoi U? Parce que dans l'alphabet, c'est tout simplement juste avant la lettre V, puisque la tension électrique se mesure en volts, donc symbole V majuscule, puisque c'est le nom d'un scientifique, Alessandro Volta, qui est le premier qui a mis au point la pile électrique. Alors une pile qui devait mesurer 1 mètre de haut pour la première, hein, on a légèrement amélioré depuis. Alors, cette tension électrique qui se mesure aux bornes des piles, par exemple, du générateur ou de n'importe quel dipôle, elle se mesure avec ce qu'on appelle un voltmètre, puisque ça mesure les volts, et ce voltmètre, on le branche en dérivation. Alors, ça veut dire qu'on met un fil du voltmètre d'un côté du dipôle et un fil de l'autre côté du dipôle. On branche un fil sur chaque borne du dipôle. Donc on dit qu'on mesure la tension aux bornes d'un dipôle et non pas la tension d'un dipôle. Alors les bornes de branchement du voltmètre à utiliser sont les bornes V, puisque je mesure des volts, et la borne COM. Et le symbole du voltmètre, c'est tout simple, c'est un rond avec un V à l'intérieur, comme pour l'ampèremètre. Alors vous avez pu remarquer en TP que dans un circuit en dérivation, on avait la même tension. Donc la tension aux bornes de dipôle en dérivation est la même. On a une tension unique, c'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Alors attention, l'intensité était unique dans un circuit en série, la tension est unique dans un circuit en dérivation. Donc là, par exemple, vous avez mesuré la tension aux bornes du générateur. Ici, j'ai trouvé 6 volts. Aux bornes de la première lampe, je trouve 6 volts. Et aux bornes de la deuxième lampe, je trouve 6 volts aussi. Alors, ça peut paraître perturbant puisqu'on a l'impression que, entre guillemets, l'électricité va se séparer entre les lampes. Mais quand on dit que l'électricité se sépare, c'est vrai pour le courant électrique. On verra ça après. Le courant électrique va se séparer entre les deux lampes, au nœud qui est ici. Donc il va se séparer en deux. Donc le courant sera moins intense dans les branches dérivées. Et donc l'intensité du courant va se partager entre les différentes branches dérivées. Mais là, je ne suis pas en train de parler d'intensité, je parle de tension. Donc la tension représente la puissance que le générateur peut fournir à chaque dipôle. Et quand je ne mets qu'un seul dipôle aux bornes du générateur, le générateur donnera la même puissance à tous les dipôles. Donc là, je pourrais très bien rajouter, par exemple, un moteur. Et ben, on aurait comme tension 6 volts, c'est-à-dire qu'il aurait la même puissance électrique en fait donnée par le générateur. Je pourrais rajouter autant de dipôles que je veux. Alors évidemment, c'est pas gratuit, hein. À chaque fois que je rajoute un dipôle, la puissance fournie par le générateur augmente et vous payez plus cher évidemment cette puissance que vous utilisez. Alors sur le schéma, si je note différentes tensions, les tensions mesurées par différentes notations, donc celle du générateur UG, celle de la première lampe U1 et la deuxième lampe U2, eh bien on pourra écrire que UG égale U1 égale U2. Alors, dans la suite du cours, on va représenter, là c'est un peu nouveau, une tension par une flèche. Et la tension se note U, et on va ajouter en indice, alors en indice ça veut dire en petit en bas, à droite de la lettre, les lettres des deux nœuds de part et d'autre du dipôle, c'est-à-dire de chaque côté. Alors la flèche doit pointer vers la première lettre. Par exemple, à côté, là, la flèche en bleu, donc c'est une tension U, et la flèche pointe vers le A. Donc je vais écrire UAB, puisque la flèche pointe vers la lettre A. C'est une convention de notation. Alors si je mets ma flèche de l'autre côté,
Cette fois, la flèche pointe vers B. Donc, je vais écrire la première lettre juste après le U, ça sera B. Et donc, ça sera la tension qu'on notera UBA. Hein, la première lettre notée est toujours la lettre qui est pointée par la flèche. Donc là, UBA. Alors, je peux écrire ces deux tensions et il se trouve qu'une tension que je mesure, eh ben, l'autre tension, c'est un peu comme si j'inversais les fils. Et quand on inverse les fils du voltmètre, on va tout simplement avoir un moins qui va s'afficher. Donc on a la relation UAB égale moins UBA. Alors on aurait très bien pu écrire aussi UBA égale moins UAB. Alors pour mesurer la tension UAB, je relie la borne A du dipôle à la borne V du voltmètre et la borne B à la borne COM. Et pour tracer sur le schéma, donc si je veux mesurer UAB, la première lettre écrite est le A, donc je mets la flèche vers A. Alors, il reste une dernière grandeur qui est la résistance électrique. Donc la résistance électrique se mesure pour n'importe quel dipôle, mais on a une résistance électrique assez importante, en particulier avec ce qu'on appelle les conducteurs ohmiques. Donc le conducteur ohmique, c'est le petit dipôle dont vous avez la photo qui est là, donc l'espèce de petit cylindre avec des anneaux de couleur dessus. Alors par extension, après on appelle ce conducteur ohmique, on appelle ça une résistance. Mais c'est un peu un abus de langage, hein, on devrait parler de la résistance d'un conducteur ohmique. Parce que la résistance d'une résistance, c'est un petit peu répétitif, mais bon. Donc cette résistance, qui peut se mesurer pour un conducteur ohmique ou pour n'importe quel dipôle, va s'exprimer en ohm. Donc du nom du scientifique du même nom, donc on devrait mettre comme symbole un O majuscule, sauf que le problème c'est qu'un O majuscule, ça ressemble à un 0, donc on ne peut pas prendre ce symbole. Donc on a été chercher le O dans l'alphabet grec, qui est la lettre oméga, hein, qu'on va tracer en faisant un trait, une boucle et encore un trait. Alors elle se mesure, ça il n'y a pas de surprise, comme pour les autres, si on mesure des ohms, eh ben, on va mesurer ça avec un ohmmètre. Donc l'appareil que vous avez utilisé peut aussi mesurer des résistances électriques. On a ampère, ampère-mètre, volt, voltmètre et ohm, ohmmètre. Alors on peut aussi déterminer la résistance d'un conducteur ohmique avec ce qu'on appelle le code des couleurs. Donc le code des couleurs, que vous avez vu un petit peu en TP, alors il consiste pour les résistances avec 4 anneaux à ce que chaque couleur représente un chiffre. Alors pour le premier anneau, c'est le premier chiffre. Deuxième anneau, deuxième chiffre. Et le troisième anneau, ça n'est pas le troisième chiffre, c'est le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire le nombre de zéros qu'on va ajouter. Alors, on va regarder un exemple. Donc ici, pour la première résistance R1, vous avez rouge, jaune, violet et or. Alors j'ai oublié de dire que la quatrième couleur, quatrième anneau, représente ce qu'on appelle la précision. C'est-à-dire que la résistance est fabriquée avec une certaine précision et donc la valeur de la résistance qui est donnée, elle est valable à un certain pourcentage près. Donc quand vous avez argent, c'est plus ou moins 10%. Quand vous avez en or, c'est plus ou moins 5%. Et il y a d'autres couleurs aussi qui sont possibles. Alors je reviens à ma première résistance. Donc rouge, ça sera, on regarde, première couleur, premier chiffre, rouge c'est 2, même si ça paraît un peu plus rose qu'autre chose là. Donc rouge c'est 2, jaune, deuxième couleur, deuxième chiffre, 4, donc ce sera 2 et 4. Et violet, alors violet en fait c'est pas 7, c'est pas 247, c'est un 2 et un 4 et 7 zéros. Donc si je regarde fois violet, hein, je rajoute fois 10 millions. Donc fois 7 zéros, je rajoute 7 zéros. Donc R1, ce sera 24 fois 10 millions, c'est-à-dire 24 plus 7 zéros en ohms. Le code des couleurs donne obligatoirement la résistance en ohms. Alors, si je regarde d'autres unités que le ohm, hein, vous avez 1000 ohms qui représentent le kilo-ohm et 1 million qui représente le méga-ohm. Donc méga-ohm, grand M et ohm. Donc ça fait 240 méga-ohms. Alors, la dernière couleur est or, donc j'ai plus ou moins 5%, donc 240 mégaohms, plus ou moins 5%.
Hein, on pourrait calculer 5% de 240 millions de ohms pour savoir entre quelle valeur et quelle valeur sera comprise la résistance. Mais bon, c'est pas le but pour l'instant. Alors, deuxième résistance. Vous avez cette fois jaune, violet, orange. Donc jaune, c'est 4, donc ça commence par un 4. Violet, c'est 7, donc ça commence par un 7. Donc j'ai 4 et 7. Et orange, c'est 3, ça veut dire que je rajoute 3 zéros, donc fois 1000. Donc 4, 7 et 3 zéros, ça fait 47 000. Hein, 47 000 ohms. Et comme 1000 ohms, c'est 1 kilo-ohm, ça fait 47 kilo-ohms. La dernière bague est l'argent, donc plus ou moins 10%. Donc 47 kilo-ohms, plus ou moins 10%.